que vous avez déjà entendu parler des restrictions d'accès, d'une part? Oui, pour 3 sur 4. Et 4, d'accord. Est-ce que vous les utilisez, d'autre part? Non. Et est-ce que vous utilisez tous les mécanismes possibles des restrictions d'accès? Ou que quelques-uns? Pour ceux qui l'utilisent, bien sûr. Peut-être pas. Ok. Alors, on va déjà faire une petite immersion. On va, alors je vais partager l'écran. On va se mettre à la place d'un étudiant dans un espace de cours qui a été programmé avec toute une série de restrictions. Et vous étiez là, il me semble, mardi, par rapport aux achèvements, aux critères d'achèvement. Ok, donc ça va faire suite. Effectivement, c'est une suite logique d'utilisation une fois qu'on met en place des critères d'achèvement. On peut utiliser aussi les restrictions avec ces critères-là, et bien d'autres. Donc ça, on va voir effectivement un ensemble de choses. Donc là, normalement, confirmez-moi, vous voyez bien l'interface pour le compte test 1 en partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit bien le partage d'écran? Ok. Donc là, on a mis en place un petit espace de jeu, un petit espace d'aventure, un parcours aventure pour les étudiants. Donc ça, c'est une utilisation totalement ludique qui n'a absolument aucun effet pédagogique sur l'apprentissage pour l'étudiant, mais c'est juste pour vous montrer les mécanismes possibles qu'on peut mettre en place avec des restrictions et des restrictions d'accession. Donc là, on a une image qui est assez explicite. On va partir pour une grande aventure. On va voyager à travers l'espace de cours. On va faire des étapes. Et pour chaque étape, on va avoir des actions à faire. Et ces actions vont déclencher d'autres actions. Donc là, si on accepte la mission, eh bien, ce message va s'autodétruire et il faut cliquer à côté de l'avion. Donc on a un petit avion, on clique à côté de l'avion. Et à ce moment-là, le message s'autodétruit et on a une nouvelle action qui se met en place. Alors est-ce qu'on est joueur? On va pouvoir répondre à un petit sondage. Alors est-ce qu'on est joueur? Oui. Est-ce que c'est parti? C'est parti. Sinon, la présentation sera finie. Donc on va dire c'est parti. On va jouer. OK. Et on va revenir sur le plateau du jeu. Et à ce moment-là, on a la première étape qui s'affiche à nous. Cette première étape, pour commencer réellement l'aventure, on va récupérer un code secret qu'on va sans doute récupérer à partir de certaines questions. Et ce code-là est de façon aléatoire tiré dans une banque de questions. Donc derrière, il y a tout un mécanisme qui fait que on va accéder à telle ressource, on va faire telle activité, ça donne tel résultat, et ainsi de suite. Donc là, je vais choisir le 1, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. On va essayer de valider et vous allez retenir le numéro correspondant à, voilà. Donc derrière le 1 se cache le 123. Donc retenez bien le 123 parce que c'est un code qui va nous servir pour la suite de l'aventure. Donc on va retourner au cours et on a une deuxième étape qui se met en place et qui nous permet de saisir le code secret qu'on a obtenu. Quel était le code? Facile. Effectivement, Karine a raison, c'était le 123. Et à ce moment-là, on peut avoir associé au 123 une image. Et donc après, le but, c'est d'enregistrer l'image, et ainsi de suite. Donc on a mis en place, en tant qu'enseignant, toute une petite série d'étapes, de parcours, qui va guider l'étudiant au fur et à mesure de sa découverte et de son jeu. Donc ça, c'est une utilisation parmi tant d'autres de ce qu'on appelle des restrictions d'accès, avec des critères d'achèvement ou de réussite. Alors, pour l'étudiant, c'est assez transparent, ça peut être très ludique si on prend le temps de très bien travailler son interface, ses liens, ses espaces de couleurs, ses petites images. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseignant,
lui, il a déjà tout travaillé en amont. Il a tout prévu. Et c'est ça le plus long, c'est de prévoir tous les éléments. Ici, vous avez l'interface du cours en mode enseignant. Donc j'ai bien mes images, j'ai bien ma petite section avec vos joueurs, j'ai bien ma section étape 1, et vous voyez qu'il y a plein d'éléments qui sont en bleu, où c'est marqué accès restreint, parce que là, on a mis en place des restrictions d'accès en fonction de certaines choses, en fonction de certaines activités ou actions précédentes ou suivantes. Ça aussi, on peut aller plus loin là-dessus. Et vous voyez que tout est caché pour l'utilisateur, il n'a qu'à cliquer sur certains éléments, mais l'enseignant a déjà tout prévu et a priori, en fin d'aventure, on remercie effectivement l'utilisateur d'avoir fait tous ces clics. Et donc tout ça, on va essayer de voir de façon simple à quoi ça peut correspondre, surtout comment les mettre en place de façon assez facile, et par la suite bien préparer tout ce dont on a besoin. Est-ce que pour l'instant ça va? Alors vous verrez peut-être pas tout de suite le rendu de tout ce qu'il est possible de faire. Donc ça c'est effectivement à tâtonner, à essayer, dans un espace qu'on appelle bac à sable pour être sûr que ça gêne pas le vrai cours, le vrai déroulé du cours avec les vrais documents, et surtout contenant les vrais étudiants dedans. Donc ça, il faut vraiment le travailler à part. Alors, une des premières choses, c'est que, a priori, vous êtes tranquille parce que si vous utilisez déjà les critères, enfin les restrictions d'accès, c'est que c'est déjà activé au niveau système. Mais si c'est pas activé au niveau système, il faut le demander à l'administrateur ou au gestionnaire, donc ça c'est déjà fait, il n'y a pas de souci pour vous. On va, dans ce cas, dans son espace de cours, activer le mode édition. Je pense que vous utilisez déjà des critères, enfin des restrictions simples de type date. Est-ce que vous utilisez la restriction date? Donc ça, c'est une des plus faciles à utiliser, une des plus simples. Et groupe, voilà, donc ça c'est les deux qui sont assez classiques. Donc par exemple, je souhaite faire en sorte que la section commencement ne soit pas disponible avant une certaine date ou une certaine heure. À ce moment-là, alors là, il faut bien comprendre que la restriction porte sur les éléments, donc activités ou ressources, et aussi sur les sections. On peut très bien restreindre une section complète et donc par défaut tout ce qui s'y trouve. Donc pour la section, on va modifier la section et on a à ce moment-là une zone restreindre l'accès. On va rajouter une restriction de type date et à ce moment-là, on peut dire que l'étudiant doit remplir les conditions suivantes, c'est-à-dire que ça sera disponible qu'à partir de 14h15, par exemple, ce jour. OK. À ce moment-là, on a une restriction nous visible, disponible à partir du 16 avril 14h15, donc d'ici 3-4 minutes. L'étudiant qui lui est inscrit au cours peut accéder au cours, mais n'accédera pas au contenu de la section. On a bien la section, mais le contenu n'est pas disponible avant une certaine heure. Donc ça vous permet de préparer en avance un certain nombre de choses qui se déclenchent de façon automatique à partir d'une date. Donc ça, c'est assez pratique. Maintenant, il y a une petite différence ici, que vous avez peut-être pu voir ou pas, c'est l'œil. Est-ce que vous savez à quoi correspond l'œil pour ceux qui l'utilisent? À masquer. Tout à fait. L'œil, ça va pas cacher le contenu de la section, mais ça va masquer l'information de la restriction. C'est-à-dire qu'ici, on a l'œil ouvert, l'étudiant voit qu'il y a une section, mais ne peut pas accéder au contenu de la section, mais il voit qu'il y a une section, donc il peut se dire ah, il y a quelque chose qui va arriver à telle date, c'est super. Si maintenant on ferme l'œil, ça veut dire que le message n'est pas visible et forcément tout disparaît, comme si de rien n'était. Donc là, il ne sait pas du tout ce qui va venir, donc il n'est pas au courant. Moi, je préfère
laisser l'œil ouvert pour dire qu'il y a des choses, ça va venir, il y a un message, qui peut être plus ou moins explicite, mais au moins ça informe l'étudiant que bah, il va falloir rester ou se connecter plus tard ou faire attention à ce qui va venir. Donc là, on a fait une restriction au niveau de la date, ça s'affiche automatiquement, et maintenant l'étudiant, bah, puisqu'il est 14h15 passé, si j'actualise, j'ai l'intégralité de la section qui s'affiche et qui reste disponible comme prévu. Donc ça marche bien. Maintenant, effectivement, vous avez parlé de groupes. Il est possible de faire des restrictions au niveau des groupes. Si vous mettez en place des groupes de travail ou des binômes ou des trinômes sur des thématiques spécifiques, vous pouvez spécifier un ensemble de documents ou une section à un groupe donné. À ce moment-là, seuls les membres du groupe voient les éléments. Pour ça, il faut déjà être sûr, d'une part, d'avoir des groupes, facile, sinon on n'a pas le choix de restriction de groupe s'il n'y a pas de groupe. Et d'autre part, il faut remplir les groupes avec les bonnes personnes. Donc là, on va dans les participants au niveau des réglages des groupes. Donc là, vous pouvez utiliser des groupes. Là, voilà, j'ai 4 groupes de prêt. Je vais renseigner les groupes de façon assez bête. Donc le A, c'est le 1 et le 11. On va faire ça. Et au niveau du 2, du groupe 2, comme j'ai 2 autres comptes, je vais faire l'étudiant 2 et l'étudiant 12, si ça veut bien. Effectivement, en filaire, ça passe moins bien. Alors le 12 et le 2, ok. Donc là, j'ai mis en place 2 groupes et je veux faire en sorte que le document de guide des outils Moodle ne soit disponible que pour les étudiants du groupe 1. Je retourne dans les paramètres du document, donc de tout ce qui est activité ressources. J'ai effectivement ici une restriction d'accès. Et puisque j'ai des groupes, j'ai le choix du groupe. Et je sais que je vais avoir ici le choix de groupe. Je sais que le A est rempli. Je fais pour le A. Ici, je donne la visibilité du fichier aux étudiants inscrits dans le groupe A, donc tous les autres ne le verront pas. Je vais essayer de confirmer la chose. Je suis étudiant du groupe A. Très bien, je visualise le document. Ici, je suis étudiant du groupe 2, donc si j'y vais, a priori, je ne peux pas y accéder. Là, je sais qu'il y a un document réservé au groupe A, mais je ne peux pas cliquer dessus, je ne peux pas y accéder. Ici, dans ce cas de figure où il y a un affichage de ressources ou d'éléments, ah oui, pardon, l'écran ne suit pas, désolé. Donc là, je donne la vue du fichier pour l'étudiant A. C'est vrai que l'écran ne suit pas forcément. Ici, je suis l'étudiant 1, donc j'ai normalement été inscrit dans le groupe A, donc je peux accéder au fichier sans aucun problème. N'hésitez pas à me dire hein, si ça va trop vite ou s'il y a des rafraîchissements à faire au niveau des affichages. Donc là, j'ai bien accès au fichier parce que je fais partie du groupe 1. Si maintenant je suis l'étudiant 2, voilà, je prends mon temps pour afficher l'étudiant 2. Je sais qu'il y a un document. Je sais qu'il est réservé au groupe A. Je ne fais pas partie du groupe A, donc je ne peux pas cliquer pour ouvrir le document. Ça va? Ça va Ludovic là, ça c'est bien affiché? Ah, juste à l'instant. Mon Dieu. Bon. Mais voilà. Donc l'étudiant 2 ne peut pas accéder au document parce que bah, je fais partie du groupe B, pas du A. Ici, je vois qu'il y a un étudiant qui ne m'est pas disponible. Ça peut, dans ce cas-là, perturber peut-être les étudiants en laissant l'information visible. Autant pour une section complète, je préfère laisser l'indication de la date d'ouverture, autant l'appartenance de groupe, si je distingue les documents pour tel ou tel groupe, je préfère masquer complètement l'information ou la ressource ou l'activité pour les groupes. À ce moment-là, dans la restriction, là je clique sur l'œil pour vraiment fermer l'œil et masquer complètement les éléments. Dans ce cadre-là,
je préfère effectivement faire en sorte que l'étudiant ne voit pas les éléments s'ils ne sont pas ciblés directement par l'activité ou la ressource. Ça, c'est ce que je préconise dans mes pratiques. Maintenant, vous avez le choix entre l'un et l'autre. Voilà. Alors, on a... Merci, si c'est clair, ça c'est très bien. Maintenant, on peut aussi faire en sorte que, par exemple, la préconisation, le document de préconisation ne soit disponible qu'à partir du moment où on récupère une note sur une activité précédente. On peut se baser sur les notes. Donc on a les dates, les groupes, on peut utiliser des notes. Alors, ce document-là, je vais rajouter une restriction d'accès basée sur une note minimale récupérée par l'étudiant. Bien sûr, cette note-là ne vient pas par hasard. Elle vient à partir d'une activité qui est faite pour donner des notes. Dans mon espace de cours, j'ai fait un petit test. Donc ce test-là, il s'appelle Testons vos connaissances sur les Beatles. Et je souhaite que l'étudiant qui fait ce test et qui a plus que 12% de réussite, 12% de réussite, c'est pas la note 12 sur 20, mais 12% de réussite, que cet étudiant-là puisse accéder à ce document-là. Donc s'ils ont plus que 12% de réussite, ce qui est quand même faible, eh bien ils pourront accéder à ce document-là. Je laisse effectivement l'œil visible pour dire qu'il y a un document qui nécessite de faire un test et d'avoir une note de réussite. Voilà, non disponible à moins que vous atteigniez une note requise. Ça va pour la mise en place? Comme ça je pose des questions, ça fait le temps d'affichage. Donc là, ce document-là ne devrait pas être disponible, donc je vais rafraîchir l'affichage. À ce moment-là, il n'est pas disponible et je sais que je dois faire testons vos connaissances pour y accéder et il me faut une note vraiment requise pour y accéder. Donc je vais faire le test. Donc je vais le faire assez rapidement, vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous poser des questions trop complexes sur les Beatles, mais je vais tout mettre en erreur. Je vais rien répondre, comme ça je serai sûr de ne pas avoir 12%. Donc voilà, donc j'ai répondu une question, mais je sais que je me suis trompé, donc j'ai 0 sur 20, donc je suis à 0% de réussite. Donc effectivement, je me suis un peu raté sur cette tentative. Et maintenant, en revenant sur l'espace de cours, eh bien, je ne peux toujours pas accéder parce que je n'ai pas eu le pourcentage de réussite. Donc je vais effectuer de nouveau le test, je vais essayer de faire en sorte de répondre correctement aux questions. Donc ça, je vous laisserai éventuellement réfléchir là-dessus, mais c'est comme le temps est parfois compté, on va essayer de faire assez vite. Je pense que vous connaissez les réponses. Hop, hop. Je vais pas faire celle-ci parce que c'est un peu plus long et je pense que ça me suffira en taux de réussite. Ah, pas toutes. Alors oui, je suis fan des Beatles. Voilà. Donc là, j'ai eu 16 sur 20, donc je suis à 83% de réussite. Donc j'ai mon certificat. Donc ça a été un vrai cours sur Coursera de certification sur la musique des Beatles que j'avais fait. Donc voilà. Donc j'ai bien eu mes 83% de réussite. Ah, j'attends. Alors, alors vous êtes arrivé au résultat. Donc j'ai bien mes 83% de réussite. Voilà, pas de refresh. Donc normalement, à partir du moment où j'ai plus que 12%, théoriquement, je devrais avoir accès au document. Donc là, je finis ma relecture pour revenir effectivement ici où j'ai bien mon 1667. Et si je reviens au cours, hop, voilà. Donc là, je reviens au cours. Pas de souci, je prends le temps. Donc là, normalement, j'ai obtenu
plus que 12% parce que j'étais à 83% de réussite. Et là, si je reviens à l'espace de cours, j'ai effectivement mon petit document de préconisation qui est disponible. Donc j'attends que vous me confirmiez la bonne lecture du préconisation, qui cette fois-ci, hop, j'ai mon lien, j'ai plus mon message de restriction parce que j'ai respecté les conditions qui restreignaient l'accès. Donc on peut faire sur des notes assez facilement, on peut faire sur la date, sur le groupe, et ainsi de suite. Alors, la dernière fois, nous avons vu les critères d'achèvement. Ça veut dire qu'on peut aussi restreindre des accès en fonction de ce qui a été complété précédemment. Par exemple, si je veux faire en sorte d'accéder à la section 2 qu'à partir du moment où on a fait le devoir, il va falloir que j'indique les choses dans un ordre correct. Donc là, il faut bien respecter l'ordre des éléments. Pour mettre en place, comme ce qu'on a vu, un parcours aventure, il faut respecter l'ordre de construction de ce qu'on appelle un parcours conditionnel ou parcours à restriction. Donc dans un premier temps, il faut lister tous les éléments que l'on va utiliser. Donc moi je sais que je vais utiliser le test et le devoir. Tant que la personne ne va pas faire le test ou ne fera pas le devoir, il n'aura pas accès à la section 2. Donc je vais utiliser ces deux éléments-là. Donc je vais les mettre à la fin pour être sûr de les lister sous les yeux. Je vais les réorganiser pour faire en sorte que je les vois bien. Donc je vais utiliser ces deux éléments-là. Première étape, je liste les éléments qui vont me servir à construire un parcours pédagogique ou un parcours conditionnel. Une fois que j'ai ces éléments-là, deuxième étape, je vais réfléchir aux critères d'achèvement. Comme on a vu, les ressources, le critère d'achèvement, c'est l'accès, la lecture. Les activités, c'est sur des notes ou sur des devoirs qui sont remplis, ou sur le forum, c'est un message qui est posté, ou un ensemble de messages, ou un ensemble de critères. Là, pour le test, je vais modifier le test, rentrer dans les paramètres, et je vais, cette fois-ci, régler les critères d'achèvement pour l'activité test. Je vais prendre mon temps pour faire en sorte que ça s'affiche correctement. Et tout en bas des paramètres de l'activité test, on a la zone achèvement d'activité. Je vais attendre que vous me disiez oui ou OK pour me dire que vous voyez bien la zone achèvement d'activité. On a le temps. Un petit peu quand même. Bien. Par défaut, c'est pas il n'y a pas d'activité d'achèvement actif. Donc je vais la mettre en place. Je vais afficher l'activité comme terminée dès que, et cette fois-ci, on a une note obtenue, quelle que soit la note. Parce que je pars du principe que dès qu'il fait le test, il a le droit de les voir ailleurs. Je peux très bien indiquer une note requise, et à ce moment-là, dans les paramètres du test, ici, je peux, dans la zone note, indiquer une note pour passer. Et ça, c'est la note requise. Je ne vais pas l'utiliser, donc je veux faire juste en sorte qu'il fait le test. Puisque c'est un test autocorrigé, il aura forcément une note par défaut. Et donc, ça me suffira pour déclencher l'accès à une autre ressource ou à un autre élément. Donc je fais en sorte que l'achèvement soit actif, terminé automatiquement en fonction d'une note reçue, quelle qu'elle soit. J'enregistre. Nous avons bien au niveau du test la petite coche qui nous dit qu'on a mis pour l'activité test une restriction, un critère d'achèvement, pardon, qui est automatique, puisque la coche est en pointillé. Donc ça, c'est le premier élément qui, moi, m'importe pour la restriction par la suite. Et je vais faire la même chose au niveau du devoir. Le devoir, je veux faire en sorte que l'étudiant envoie un fichier pour valider cette activité-là.
Est-ce que tout le monde est bien revenu sur l'espace de cours? Ok. Donc le devoir, je vais modifier ces paramètres pour rajouter un petit critère d'achèvement. Donc tout en bas, toujours pareil, c'est pas affiché, donc là je l'affiche et je choisis automatique dès que le participant remet quelque chose pour terminer cette activité. Une fois que c'est coché, j'enregistre. Là, c'est ce qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc là, on a mis deux critères d'achèvement sur deux activités. Et c'est seulement à partir du moment où ces deux activités seront dites achevées que je vais rendre disponible, par exemple, la section 2. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok. Donc là, vous voyez la section 2. Je vais modifier la section. Et en bas, il y a ma restriction d'accès. Et quand je vais rajouter une restriction d'accès, puisque dans mon espace de cours, j'ai mis des activités avec des critères d'achèvement, j'ai maintenant le choix de restriction achèvement d'activité qui est disponible. Puisque s'il n'y a pas d'achèvement actif dans mon espace de cours, je ne peux pas jouer sur cette restriction-là, ce qui est assez logique. Donc je vais rajouter un critère d'achèvement, et là je choisis sur quel élément je me base. Je vais me baser sur le test. Donc je choisis dans le menu déroulant le test pour dire que c'est cette activité qui va me servir de déclencheur. Et j'ai dit que il fallait qu'il fasse le test et le devoir. Donc je vais rajouter une deuxième restriction. Donc je reclique sur le bouton, je rajoute la restriction achèvement d'activité et je choisis ma deuxième activité qui est listée. S'il n'y a pas de critères d'achèvement sur les ressources ou les activités, cela n'apparaît pas dans le menu. C'est pour ça qu'il faut absolument respecter les étapes. Première, je liste les éléments. La deuxième étape, je mets en place les critères d'achèvement. La troisième étape consiste à mettre en place les restrictions, mais les restrictions se basent sur des achèvements existants. Donc s'ils ne sont pas existants, ils ne sont pas listés. Au tout début, ça peut surprendre, parce que voilà, je mets en place un document, je veux le restreindre, et ben non, il faut d'abord dire que ça se base sur ça, puis revenir dans le document et choisir la bonne restriction. Donc au début, ça peut surprendre, et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps. Et peut-être que je l'ai dit la dernière fois, mais la solution idéale pour préparer un parcours pédagogique, c'est le papier et le crayon. On liste tous les éléments, on met en place les critères d'achèvement, et on utilise par la suite les restrictions. Donc là, on a fait en sorte que l'étudiant doit remplir toutes les conditions, l'une et l'autre, comme c'est bien indiqué. Donc s'il fait l'une ou l'autre, il ne pourra pas. Il faut vraiment qu'il fasse les deux. Si on veut faire en sorte qu'il ne participe qu'à une des deux activités pour au moins déclencher le reste, on choisit l'une des, et à ce moment-là, le menu change. Si on choisit l'une des conditions suivantes, c'est achèvement d'activité ou achèvement d'activité. Donc c'est soit le test, soit le devoir. Donc moi je veux faire les deux. Donc ça sera effectivement une restriction portant sur toutes les conditions suivantes. Et on enregistre. À ce moment-là, je vais attendre un petit peu le temps que ça se rafraîchisse. À ce moment-là, on a l'information en haut de la section 2 qui dit qu'il faut absolument faire l'activité testons les connaissances et l'activité devoir à rendre. Donc là, pour l'étudiant, si j'actualise, il aura son petit message d'information, d'alerte. Il faut que, voilà, l'activité devoir à rendre doit être faite parce que j'ai déjà fait le test. Vous voyez, l'étudiant 1 a déjà fait le test. Donc il n'a plus que le message qui lui correspond d'afficher. Donc ça c'est pratique. Alors le T apostrophe c'est quoi? Le T étoile. Ah d'accord. Voilà. Donc là,
J'ai le devoir à rendre, ok, je vais dans le devoir, je vais rajouter un petit travail, un petit fichier qui paye pas de mine et qui, voilà, hop, hop, hop. Donc ça, je le fais un petit peu vite pour que ça passe. Donc j'envoie un petit fichier en tant que tel, j'enregistre le fichier que j'ai mis en ligne en tant que devoir à rendre, et à ce moment-là, si j'ai bien tout compris ce que l'enseignant a voulu me dire, si je reviens à l'espace de cours, j'ai l'intégralité de ma section 2 qui s'affiche parce que j'ai fait le test sur les Beatles et j'ai fait le devoir à rendre. L'étudiant 2 qui n'a absolument rien fait, hop, je passe sur l'étudiant 2, il n'a absolument rien fait au niveau des tests ou du devoir, eh bien, il a les deux conditions à remplir. Donc ça peut être pratique pour indiquer aux étudiants ce qu'ils doivent faire pour accéder au reste. Là, on n'a pas indiqué d'ordre dans les éléments. C'est-à-dire que l'étudiant sait qu'il doit faire les deux éléments, mais dans n'importe quel ordre. Donc il peut faire le test puis le devoir, comme le devoir puis le test. Donc ça, c'est une restriction d'accès basée sur des critères d'achèvement relativement simples. Il faut qu'il fasse un certain nombre de choses, ou une chose, ou un ensemble de choses, mais sans ordre imposé. D'accord? Ça va? Maintenant, effectivement, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que le test ne sera disponible que à partir du moment où on a lu le document du guide. Pour ça, je vais rajouter un critère de restriction sur l'activité test. L'activité test, elle a un critère d'achèvement. Effectivement, c'est achevé à partir du moment où on note, mais on peut y accéder de tout temps. Moi, je veux faire en sorte que on accède au test qu'à partir du moment où on a déjà lu le premier document. Donc si je vais dans la restriction d'accès et que je cherche un achèvement d'activité au niveau du document, est-ce que vous pensez que je l'aurai ou pas? Alors pourquoi vous me dites non, je n'aurai pas dans la liste le critère d'achèvement pour le document? Pourquoi? Pas de condition d'achèvement, tout simplement. C'est pour ça que l'ordre, quand on travaille sur le papier et le crayon, peut importer pour préparer tout ce qu'il faut avant. Maintenant, rien n'est définitif, on peut le faire après. Vous voyez, là, le test, je l'ai mis en place. Bon, j'ai un document, mais je veux faire en sorte que le document déclenche quand même. C'est pas grave, je peux retourner dans le document, les paramètres, j'active pour le document l'affichage requis, il n'y a pas de souci. Même s'ils l'ont vu, bah, il faut qu'ils le revoient pour valider l'accès au test. Et maintenant que j'ai mis le critère au niveau du document, puisque c'est indiqué tout à droite, je vais pouvoir, cette fois-ci, le lister depuis le petit menu déroulant. Et là, je vais pouvoir l'activer au niveau de la restriction dans mon test. C'est pour ça que si vous faites des éléments qui sont imbriqués dans une suite pédagogique ou une suite de construction, préparez tout avant, listez, mettez les critères d'achèvement et ensuite faites les restrictions. C'est le plus simple. Alors, effectivement, Ludovic, le groupe B va avoir des soucis. Très bonne remarque. Puisque là, dans ma logique, je veux faire en sorte que tous les étudiants puissent faire le test, qu'à partir du moment où ils ont vu le document. Et puisque Ludovic a bien suivi, le document est réservé au groupe A. Ah. Donc s'il est réservé au groupe A, seuls les étudiants du groupe A pourront faire la suite, c'est-à-dire la lecture, puis le test. Et s'ils font le test, bah, ils pourront avoir la section 2, puisque la section 2 est basée aussi sur le test. Donc oui, il faut bien faire attention aux restrictions et aux combinaisons dans les restrictions, parce que ça peut bloquer les accès comme là. Donc on peut supprimer la restriction, par exemple au groupe,
Donc ça, on peut revenir sur les paramètres et on peut chanter dans notre exemple la restriction, il n'y a pas de souci. On appuie sur la petite croix de la restriction et ça disparaît. Donc là, normalement, tout le monde peut accéder au guide, tout le monde peut le faire, et une fois qu'ils l'ont fait, ils peuvent accéder au test, et ainsi de suite. Donc là, on peut mettre comme ça des petites phases de passage obligatoire ou d'étape par étape, étape par étape. C'est ce que j'ai mis en place ici au niveau du parcours qui indique que on fait la première étape et pour passer à l'étape 2, il faut que la première étape soit finie parce que il y a la récupération du code à faire avant et ainsi de suite. Après ça déclenche les affichages. À partir du moment où c'est achevé, dès que c'est achevé, on déclenche l'affichage. Et pour le jeu, pour compliquer un petit peu les choses ou pour, comme ici, simplifier l'affichage, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est visible ou après ça disparaît. C'est accessible jusqu'à telle date. Et à partir de telle date, ça disparaît. Définitivement. Comme ici, à partir du moment où c'est achevé, ça disparaît. Comme ça, on n'a en vue que l'étape principale qu'il faut faire. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est tout aussi fonctionnel si on s'y prend bien, cette fois-ci, par écrit avant, pour être sûr que ça fonctionne. Est-ce que ça va? Ah, alors vous montrer. Par exemple, je vais faire l'étudiant 2, parce que lui n'a pas participé, me semble-t-il, au parcours. Je vais vérifier. Voilà. Donc là, par exemple, l'étudiant 2, vous voyez bien le cours parcours aventure étudiant 2. Ok. Donc là, j'ai rien fait pour le moment et j'ai une étiquette. Ça, c'est une étiquette avec un petit visuel, avec cette fois-ci un critère d'achèvement basé sur une étiquette, mais manuel. Je ne peux faire que ça. Mais j'ai bien la consigne comme quoi il faut cliquer à droite de l'avion pour y aller. Donc là, pour l'instant, l'étiquette n'est pas achevée, puisque je n'ai pas cliqué. Alors je vais faire un double écran, comme ça j'aurai les deux en même temps et ça ne posera pas de problème sur l'affichage. Donc là, vous voyez bien les deux écrans. À droite, c'est l'étudiant qui n'a rien fait. À gauche, c'est la vue enseignante. Est-ce que vous voyez bien les deux? Ok. Donc là, j'ai mis en tant qu'enseignant un petit critère effectivement d'achèvement. Ici, l'étudiant voit le critère d'achèvement, il n'y a pas de souci. Dans l'idée, une fois que l'étiquette est validée, ça va afficher la section Êtes-vous joueur? Comme je l'ai dit, ce n'est pas disponible à moins que l'activité ne soit pas achevée. Donc si l'activité, voilà, vous allez participer à une grande aventure, c'est ça. Si l'activité, vous allez participer à une grande aventure, je vais le sélectionner, hop, soit marqué comme achevé. Tant que c'est pas achevé, c'est visible. Une fois que c'est achevé, ça sera invisible. D'accord? Donc l'activité soit marquée comme achevée. Une fois que j'active, c'est achevé, ça disparaît. Si elle est achevée, ça disparaît. Si elle n'est pas achevée, elle reste visible. Et voyez, ça se fait. Est-ce que ça va? Ou pas? Alors, comment le label disparaît? C'est parce que hop, j'ai fait en sorte que Êtes-vous joueur n'apparaît que, je vais aller dans les petits réglages, parce que là j'ai fait et. Vous allez participer doit être une petite combinaison qui fait que c'est surtout combinaison
qui fait que c'est surtout l'achèvement d'activité de récupération du code qui n'est pas marquée complète. Mais comme ça vient plus tard, forcément cette activité-là n'est pas finie, puisqu'elle vient plus tard. Donc c'est pour ça que c'est un peu un trucage, donc ça c'est assez complexe de faire disparaître des éléments, parce que ça se base sur des choses qui viennent plus tard, et pas tout de suite après. Donc c'est un petit peu compliqué, hein. Ça je vous l'accorde. Mais à partir de 2 clics, ça peut le faire. Du coup, je vous ai peut-être perdu. Est-ce que je vous ai perdu ou ça semble un peu? Ouais, faut tester. Donc là, j'ai fait en sorte que êtes-vous joueur est disponible, enfin n'est pas disponible, sauf si on participe à la grande aventure, c'est achevé. Puisqu'on le fait, là, c'est disponible. Et on fait aussi en sorte que ça reste visible, enfin ça ne reste pas visible si on récupère pas le code. Mais le code, vous voyez qu'on le récupère plus tard. Donc forcément, là c'est une imbrication encore plus profonde, et pas élément par élément, mais section par section. Donc ça c'est de la logique booléenne, mais qui n'est pas toujours facile à comprendre comme ça sans les essais, effectivement. Donc on voit peut-être les spécialistes mathématiques. Yannick, vous êtes plus en maths? Enseignement mathématique ou quelque chose comme ça? C'est un peu technique, effectivement. Donc ça peut aller un peu loin, mais ça permet de faire des habillages un peu plus sympas pour canaliser l'attention de la personne. Mais là, c'est vraiment du truc un peu poussé. Ce que vous pouvez utiliser, c'est simplement les accès pour l'affichage. C'est déjà le minimum d'enrichissement que vous pouvez utiliser. Alors, il faut faire papier avant, oui, effectivement, ça c'est sûr. Euh, donc là, effectivement, l'aventure commence, on y va, et c'est au moment où on remplit le sondage, quand on fait un vote ou une réponse, que l'autre va suivre. Là, par exemple, le sondage, j'ai répondu, je reviens au jeu, j'ai toujours le sondage qui apparaît, et l'étape 1 qui apparaît. Parce que j'ai fait en sorte que, dès qu'on fait le sondage, l'étape 1 apparaît. Mais on voit toujours êtes-vous joueur. Et là, il y a un petit message qui apparaît. Il n'y était pas avant. C'est parce que j'ai fait en sorte que dès qu'on affiche, enfin dès qu'on valide le sondage, on affiche un message. Et ce message s'affiche à partir du moment où le sondage est achevé. Donc ça, c'est un petit message. Et depuis, alors, non, ça c'est juste un critère qui fait que j'ai rajouté une étiquette avec une restriction d'affichage qui se base sur la complétion de sondage. Si on fait le sondage, on affiche le message. Si on fait pas le sondage, on n'affiche pas le message. Là où j'ai un peu tordu les choses, c'est que le message apparaît avant, parce, parce que je l'ai passé avant, j'aurais pu le placer après. Voilà, j'aurais pu le placer après, ici, visuellement. Si je déplace les éléments, il vient après. Là, ça vient un peu plus dans la logique humaine où chaque chose vienne les unes en dessous des autres. Voilà, c'est un peu pour rassurer Karine, effectivement, c'est un peu. Ça, c'est mon esprit tordu. Et j'étais même allé jusqu'à afficher les sections les plus. Enfin, à l'envers. Mais voilà. C'est-à-dire que c'était toujours la section qui s'affichait qui était au-dessus des autres. Et donc, dans mon espace de cours, j'avais ici la fin, l'étape 2, l'étape 1, l'amorce. Donc ça, c'était encore un peu plus compliqué, mais c'était mon raisonnement qui était poussé à l'extrême. Donc voilà, donc là, une fois que c'est affiché, j'ai mon petit message, et en plus j'ai ma section. Et là, je précise que ce message va s'autodétruire à la prochaine action. Parce que je fais en sorte que la section disparaît à partir du moment où le code est validé. Donc si je valide le code, cet élément-là disparaîtra. Parce que j'ai fait en sorte que tant que la récupération n'est pas achevée, on affiche la section.
Donc tant que ça, la récupération du code n'est pas achevée, on aura la section Êtes-vous joueur visuellement disponible. Donc si je fais la récupération du code, comme on a vu tout à l'heure, je vais faire le 3, on va changer le 3, allez, hop. Donc je fais le test, je valide le choix du code, j'enregistre, j'envoie, j'ai mon petit feedback qui permet d'avoir un message de façon aléatoire. On ne va pas le noter parce que c'est pas pertinent. Mais comme j'ai validé la récupération du code, puisque c'est achevé, la section précédente disparaît. Voilà comment on peut faire disparaître des éléments en fonction des éléments suivants. C'est tant que ce n'est pas achevé, tant que l'élément B n'est pas achevé, l'élément A reste disponible. Dès que B est achevé, le A disparaît. On peut aller jusque-là. Donc c'est vrai que c'est de la complication, c'est du jeu, c'est des tâtonnements, parce qu'on peut se tromper et c'est limite obligatoire de se tromper dans les débuts. Si on veut faire simple, on peut utiliser la date, les groupes, ça c'est de façon très simple. On peut faire des suites au niveau des critères d'achèvement. Donc tel élément, puis tel élément, puis tel élément. Et l'ensemble va déclencher un certain nombre de choses. Et voilà. Donc ça c'est assez pratique. Et si on veut vraiment pousser l'exercice, là on peut imbriquer des éléments de restriction, c'est-à-dire que, comme on avait vu ici, c'est telle section à partir du moment où on fait telle activité et en plus si on fait partie de tel groupe. Sinon pour tel autre groupe on ne fait que telle chose et pas l'autre. Ça on peut imbriquer des jeux de restriction. C'est pas le plus simple, là aussi il faut vraiment bien faire les choses. Mais ça, c'était une question qui m'avait été posée la dernière fois. Est-ce qu'on peut inclure une restriction de date pour un groupe et une autre date pour un autre groupe? Par exemple, la section 2, je veux qu'elle soit disponible du lundi au mardi pour le groupe A et du mercredi au jeudi pour le groupe B. Ça, on peut le faire. On peut assez facilement le faire. Et là, c'est ce qu'on appelle un jeu de restriction. Et après, je répondrai à Ludovic, le code à récupérer. Donc là, par exemple, la section, je veux qu'elle soit disponible. Alors, je vais effacer ce qui était existant parce que je ne vais pas m'en servir. Donc la section 2 est disponible pour le groupe A du lundi au mardi. Donc je vais rajouter une restriction, mais cette fois-ci, un jeu de restriction. Donc c'est tout en bas, c'est un jeu de restriction. C'est-à-dire que là, l'étudiant va devoir remplir une première condition qui est une date à partir du... on est quoi là? C'est quand lundi? Le 20. Donc le 20 avril. Donc à partir du 20, je vais rajouter une date et jusqu'au 21. Voilà. Et en plus, c'est pour le groupe A. Donc l'étudiant du groupe A aura accès à la section du lundi au mardi. Et je vais non pas rajouter une section une restriction au niveau de ce premier élément, pardon, mais au niveau du deuxième élément, parce que là, ça sera un jeu. Donc c'est soit cet élément-là, soit un autre jeu de restriction qui sera, donc là aussi, une date, mais à partir du mercredi. Donc c'est le 22. Donc à partir du 22 et jusqu'au 23, si mes souvenirs sont bons, et du groupe B. Donc là, j'ai mis deux jeux. Un premier jeu qui va concerner le groupe A, tel jour, tel jour. Un deuxième jeu qui va concerner le groupe B, tel jour, tel jour. Et attention, parce que là, j'ai fait par défaut, et là, vous voyez un petit « et » qui va relier le premier jeu au deuxième jeu. Et c'est pas possible d'avoir un étudiant faisant partie des deux groupes. Et donc ça, c'est l'étudiant qui doit respecter l'une des deux. Soit il est groupe A
et il aura accès à ces dates-là, soit, comme son nom l'indique, où il est du groupe B, il aura accès à ces dates-là. Est-ce que ça va dans la construction? Là, on arrive à des choses un peu plus fines encore. Voilà le nom. Et si on enregistre, on a effectivement pour le groupe A du 20 au 20 parce que c'est du 20 début de jour, 20 fin de jour. Enfin voilà, ça c'est mathématiquement le minuit qui pose problème. C'est pas grave. Mais voilà la période donnée à tel étudiant du groupe, voilà la période donnée à tel autre étudiant d'un autre groupe. Donc ça, on peut les combiner entre eux. On peut combiner des jeux de restriction. C'est plus ou moins complexe. Et là aussi, il faut vraiment faire des tests sous peine de perdre un petit peu les étudiants. Alors, est-ce que ça va? Là, la fin a été un peu plus complexe. On a vu les façons simples avec les dates, les groupes, les activités enfin les achèvements d'activités. Là, on a vu des combinaisons simples et avec le et, il est de tel groupe et il a fait ça, et des combinaisons plus complexes avec les jeux de restriction. Oui, effectivement, c'est des jeux de restriction, donc ça c'est un peu plus compliqué, mais ça permet vraiment de différencier des parcours, alors que tout est prévu à l'avance, en faisant croire que l'étudiant est au centre de son apprentissage, et que en fait non, pas du tout. Donc c'est un peu poussé le détail un peu loin, mais c'est comme ça. Alors, pour répondre à la dernière question de Ludovic, je crois, oui, comment tu dis le code à récupérer la saisie, eh ben ça c'est dans les feedbacks spécifiques des questions. Enfin, j'allais dire tout simplement. C'est, voilà, on a une question de type choix unique, classique, et en fonction de ce qu'il répond, donc de ce qu'il choisit, eh bien, on lui donne un feedback spécifique en fonction de la réponse que lui choisit ou que lui donne. Ça, c'est le troisième, ça c'est dans l'activité test, on a 3 zones de feedback au niveau du test. Voilà, vous avez eu 15 sur 20, c'est bien. Vous avez eu 10 sur 20, c'est moyen. Ça, c'est au niveau du test. On a un feedback au niveau de la question. La bonne réponse était 3, c'est tout. Quoi que l'étudiant choisisse, la bonne réponse était 3. Mais on peut avoir un feedback vraiment spécifique. Si tu choisis 1, alors je te dis ça. Si tu choisis 2, alors je te dis ça, et ainsi de suite. Donc on peut aller vraiment très très loin dans les feedbacks. Et là, j'ai fait en sorte de prédéfinir. Si je choisis 3, bah, ça sera 345. Voilà. Est-ce que ça répond? Alors comment ça... Eh ben, je fais en sorte que s'il choisit 1, le feedback, c'est 123. Si l'étudiant choisit 2, ça affiche 234. Et effectivement, là où je pense que tu me demandes comment ça s'affiche, oui, il est dans la récupération du code. Alors, j'ai fait en sorte que, au moment des relectures, c'est peut-être ça que vous posez comme question, j'ai fait en sorte, voilà, mais il faut savoir entretenir le suspense. Donc dans le test récupération, dans les paramètres du test, c'est dans la relecture et dans les options de relecture que je donne à voir des éléments. Ici, vous avez donc dans les paramètres de l'activité test une zone qui s'appelle options de relecture. Et tout de suite, après la tentative, dès qu'il fait la tentative, je fais afficher le feedback spécifique, qui lui correspond à la réponse de la réponse. Oui, oui, j'attends. Donc dans les options de relecture, dans les paramètres du test, au niveau de la tentative, immédiatement après la tentative, dès qu'il fait la tentative, je lui donne à lire le feedback spécifique qui correspond à la zone de réponse dans la question qui a été fournie par l'étudiant. Donc là, vous avez dans les... ça s'affiche là? Ça m'inquiète. Est-ce que ça s'affiche? Ah, ok. Ça me rassure.
Donc là, dans les options de relecture, immédiatement après la tentative, j'affiche le feedback spécifique. Normalement, ça ne se fait pas, parce que c'est une évaluation, on n'affiche pas la bonne réponse, ou ainsi de suite. Là, je sais qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste un choix. Donc j'affiche le feedback spécifique. Feedback général, c'est à la réponse 1, quelle était la bonne réponse. Ça, c'est en fonction de la réponse, tu as répondu ça, je te donne la réponse. Et le feedback global, c'est le test global, voilà, vous avez eu 10 sur 20. Donc c'est vraiment le spécifique sur la notion du feedback spécifique que j'ai joué pour récupérer un code. Un code. Voilà. Est-ce que ça répond à la question, Ludovic? Non. Parce que c'est ça qui permet de faire afficher le feedback spécifique à la relecture de l'étudiant. Donc là, je suis étudiant, je fais ma relecture et il s'affiche ici. Alors, oui, il n'y a pas de bon code. Il n'y a pas de bon code. Ça, c'est juste un code, comme un code de cadenas, et c'est tout. C'était juste un code ou un message codé que je donnais à récupérer pour d'autres activités. Par exemple, il y avait une salle de trophées et il rajoutait, il devait donner. Ah non, il sert à juste à rien en fait. C'est juste un jeu. C'est pour ça que toutes les questions, enfin toutes les réponses valent 100 points, 100%, pardon. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste que s'il choisit un, si un étudiant choisit un, il aura un code 123. Si l'étudiant choisit 3, il a un code 345. Parce que par la suite, dans l'aventure, je disais quel est le code que vous avez obtenu, quelle est l'image que vous avez obtenue, et ainsi de suite. Et c'était juste dans un glossaire pour avoir une salle des trophées, pour dire voilà, j'ai récupéré tel code, j'ai eu telle image. Donc là, oui, là, c'était un jeu totalement débile, pour rester poli, qui me sert juste à récupérer des petits codes et pour passer après. C'est vrai que j'ai associé ce code-là à une autre activité qui était le questionnaire. Et là, j'ai effectivement fait un questionnaire avec un embranchement conditionnel, c'est-à-dire que si l'étudiant choisit 123, il a une image. S'il choisit 234, il a une autre image. Mais voilà. Après, alors Yannick demande s'il est possible de restreindre avec mot de passe pour continuer. De façon native dans Moodle, non. Mais il existe un plugin, me semble-t-il, qui permet de faire avec un mot de passe. Ça, je suis pas sûr qu'il soit disponible pour la version 8. Je vais me renseigner. J'ai vu passer une restriction de mot de passe, il me semble. Ça, je pense que ça existe. Donc ça, je pourrais le rechercher si besoin est. Est-ce que ça va? Encore une question, il n'y a pas de souci. Pas de souci, comme ça en même temps, je vais chercher. Alors la question, ça je cherche. Hop. Alors la question, Ludovic. Comme ça, vous voyez aussi que sur les bases de données download de Moodle, on peut trouver tout ce qu'on veut, presque. Donc il existe une restriction par mot de passe, voilà, qui est disponible par Alliance Center, enfin de l'université allemande. Donc ça existe, il suffit de l'installer, et puis à ce moment-là, tant qu'on n'a pas le mot secret, et ben on ne peut pas rentrer dedans. Voilà. Donc ça existe. Donc il faut juste le rajouter. Alors, comment restreindre par rapport à la date d'enrôlement de l'étudiant? Hum,
C'est une bonne question. Alors, quand on a des participants en inscription manuelle, je vais prendre le temps. Est-ce que vous voyez bien l'affichage des utilisateurs? Ok. Quand on va inscrire des utilisateurs de façon manuelle, on va pouvoir normalement, il fait pas partie, donc je vais pouvoir choisir un tel, et quand on affiche le petit plus ou le petit moins, à partir de quelle date son compte est effectif et actif dans l'espace de cours. Donc soit c'est depuis le début du cours, soit depuis aujourd'hui. Ça c'est très limitant, il n'y a que très peu de choix au niveau de la date d'inscription. Donc ça faut bien paramétrer avant. Après je vois pas trop de date d'enrôlement qui pourrait être utilisée au niveau de la restriction. Est-ce que ce serait s'il arrive dans le cours un peu plus tard que les autres, il y accède avec autant de différence de date, c'est ça? S'il arrive le premier, il fait l'activité le 10, et s'il arrive le 10, il fait une activité le 20. Ok, donc ça correspond. Alors ça, c'est en cours, parce que ça correspond aux dates relatives dans ce cas-là. Ce qu'on appelle une date relative, c'est que il arrive à un moment donné et 10 jours après, il doit faire des choses. S'il arrive à J+3, il a 10 jours après, mais sa date, les choses à faire. Donc à 10+3 par rapport au premier étudiant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dates relatives. Et pour les devoirs, c'est effectif. Pour les inscriptions manuelles, c'est effectif au niveau de la 3.8. Pour les restrictions, il y a, me semble-t-il, une restriction basée sur la date relative. Mais là, il faut vraiment l'attester parce que c'est pas sûr que ce soit. C'est basé sur les débuts et les fins de cours, mais pas d'inscription. Et l'inscription, c'est que manuel. Donc là, comme c'est dit, c'est inscription manuelle. On a effectivement des critères de date relative. J'inscris mes étudiants le 1, le 7, ils ont des choses à faire. Je les inscris le 10, le 17, ils ont des choses à faire. Ça marche au niveau des inscriptions manuelles en fonction du début du cours et de fin de cours. Après, si c'est effectivement manuel, vous pouvez utiliser le truc et astuce de un groupe per personne pour dire que tel groupe c'est telle semaine, tel autre groupe c'est une semaine après, et ainsi de suite. Ouais, c'est possible. En truquant un petit peu, c'est possible. En sachant qu'il est facile de faire des groupes individuels. Ça, je ne sais pas si vous savez le faire. Des groupes individuels dans les espaces de cours. C'est assez facile. Et ça, on pourra le voir normalement, c'est gestion des utilisateurs. Je vous invite le mardi à revenir si vous êtes disponible pour la création des groupes. Donc ça, c'est assez pratique. Il y a des fonctions de groupe automatiques. Donc ça, c'est très facile aussi à gérer en lot plutôt que de les faire à part.